Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour, ici Paul Vachon. Avant de commencer l'émission, je désire saluer les membres de l'ITAP qui nous écoutent, l'Institut du Troisième Âge des Têtes-Fermes. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir davantage des concepts que des faits, d'ailleurs très troublants, et nous allons discuter davantage d'objectifs et de valeurs que dans les émissions précédentes. Mais auparavant, comme les trois émissions précédentes portait sur la Seconde Guerre mondiale, il convient d'en faire un bilan de façon évidemment très succincte, très rapide. Nous allons faire un bilan de la Deuxième Guerre mondiale. Ce bilan-là est absolument désastreux. On parle de 40 à 85 millions de morts. Écoutez, j'ai vu des chiffres même plus élevés que ceux-là. Mais peu importe, qu'on ait 85 ou 100 millions ou 50 millions de morts, c'était inutile, parce que les guerres ne se justifient pas toujours. Et ce n'est pas une façon de régler nos problèmes internationaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Union soviétique, ils ont perdu entre 22 et 27 millions de citoyens. En Chine, entre 10 et 20 millions de citoyens. En Allemagne, 6 à 8 millions. Et évidemment, c'est des ordres de grandeur. Mais ça montre aussi à quelle place s'est portée la guerre principalement. Les États-Unis, 418 000 et le Canada, 45 000. On pourrait penser que c'est bien peu, le Canada, 45 000, par rapport à 20 millions ou à 30 millions de citoyens. Pourquoi je dis citoyens? Parce que ce ne sont pas uniquement des soldats qui sont morts. Ce sont des civils. Plus de la moitié des victimes lors de la Seconde Guerre mondiale sont des victimes civiles, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des aînés, des gens qui ont été assassinés, qui ont été tués délibérément. Quand on parle de guerre totale, c'est une guerre de civilisation, si vous voulez. C'est monstrueux, ça n'a pas de sens. Alors, le Canada qui a perdu 45 000 soldats, c'est aussi grave que d'en avoir perdu un seul. Aujourd'hui, les cimetières, Américains, Canadiens, Allemands, peu importe la nationalité, ces soldats-là, j'espère qu'ils ne sont pas morts en vain. Pour les Allemands, c'est peut-être un peu plus problématique, mais pour les Alliés, ils ont au moins combattu pour des valeurs, pour la liberté. Nous y reviendrons. Les pertes matérielles sont immenses. Il suffit de penser à des villes qu'on qualifie de villes martyrs. Je pense notamment à Hiroshima, Nagasaki avec les bombes atomiques, mais aussi Tokyo, Manille, Hambourg, qui a été bombardé continuellement par les Alliés. Les crimes ne sont pas juste sur un bord, là. Stalingrad, Leningrad, qui ont subi des sièges pendant plus d'un an, et certains beaucoup plus longtemps que ça. Sébastopol, Kiev, Kharkov, qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement à cause de l'agression de la Russie envers l'Ukraine, Budapest, Dresde, qui a été bombardé avec des bombes incendiaires, Londres avec les fusées V1, V2, et même ajoutons à ça des villages entiers comme Oradour-sur-Glane, qui a été, dont la population civile a été éliminée par les Waffen-SS. C'est monstrueux. Les infrastructures sont détruites. Il n'y a plus de routes. Il n'y a plus de voies ferrées. Il n'y a plus d'aéroports. Il n'y a plus de ports. Le commerce maritime n'existe pratiquement plus. Les hôpitaux, les écoles sont détruites. Le patrimoine, les édifices là, construits par des Romains, peu importe, là, des œuvres d'art qui sont disparues à jamais, qui ont été volées aussi. C'est inimaginable et c'est incommensurable la destruction que notre civilisation s'est infligée. Il ne faudrait pas que tout ceci ait été fait en vain. C'est pour ça qu'il y aura, après, la justice, ou la vengeance, ou la traque, appelons-le comme on veut, mais à un moment donné, des gens qui sont coupables d'actes aussi abjects devront payer.
Mais auparavant, je voudrais revenir sur quelques faits, parce qu'avec le tribunal de Nuremberg, je vous avoue avoir été très troublé, non seulement par les chefs d'accusation, mais par ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Au moment où on enregistre l'émission, aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre. Au moment où vous allez l'écouter, dans probablement 3 semaines, la seule chose que je souhaite, que j'espère ardemment, c'est que la situation internationale se soit calmée et qu'on revienne à la raison. Parce que ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine est tout à fait abject, aussi abject que ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, et je crois malheureusement que nous sommes aux portes de la troisième. Rappelons-nous que la démocratie a failli sombrer. Entre 1939 et 1941, là, les forces de l'Axe avaient conquis l'Europe. Si ce n'eût été de l'attaque des Allemands contre l'Union soviétique, là, il ne restait plus d'Europe démocratique. Alors la démocratie a failli disparaître, et ça se peut. Et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est fragile une démocratie parce qu'elle porte en soi les avantages et les inconvénients de la démocratie, c'est-à-dire la libre expression des idées. Toutes les idées peuvent s'exprimer, mais elles peuvent mettre aussi en danger la démocratie. On l'a vu en Allemagne, lorsqu'Hitler a pris le pouvoir, la démocratie est disparue. La Russie utilise actuellement des drones qui lui sont fournis par l'Iran. Les dictatures s'entendent très bien ensemble. Est-ce que c'est pire, nous, qui nous fournissons des armes? Bien, je vous dirais que la grande différence, c'est que c'est pas l'Ukraine qui a agressé la Russie, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, et c'est une dictature qui agresse une démocratie. Si on ne fait rien, là, c'est un signal qu'on envoie. On peut le faire. Ne pas agir, c'est agir. Ne jamais oublier cela. Si on y croit nos valeurs, il faut les défendre. Faut-il les défendre à tout prix? Bien, ça, c'est une autre question. Des fosses communes ont été découvertes récemment dans les endroits occupés par la Russie, à Boudja, entre autres. Il y a eu des assassinats de civils, on sait qu'il y a eu des viols, des déportations d'enfants, on sait tout ça. Et nous allons voir, garder à l'esprit, lorsqu'on va voir les actes d'accusation du tribunal de Nuremberg, garder à l'esprit aussi ce qui se passe actuellement de l'agression de l'Ukraine, de la Russie sur l'Ukraine. Gardez ça. Et je vous dirais, en terminant, qu'est-ce que la Russie a à offrir au monde? Au moins à l'époque de l'Union soviétique, on pouvait penser que le communisme emmènerait des États plus égalitaires. C'est pas ça qui s'est passé, mais au moins, au niveau du principe, on pouvait penser que la richesse serait mieux partagée, puis tout ça. Mais aujourd'hui, la Russie, qu'est-ce qu'elle a à offrir au monde? C'est quoi son objectif de dire qu'elle veut détruire le système international pour le remplacer par un autre système international? Mais elle va offrir quoi? La dictature. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Il faut y réfléchir sérieusement. Revenons maintenant sur notre sujet, le tribunal de Nuremberg. Le tribunal de Nuremberg s'est tenu de novembre 1945 à octobre 1946, à peu près un an, où 24 des principaux dirigeants du Troisième Reich ont été accusés. Ils ont été accusés de 3 chefs d'accusation. Crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. On a entendu de très nombreux témoins, plus de 300. On a également projeté des films qui venaient d'être faits lorsque les camps de concentration ont été libérés par les Russes ou par les Américains. Il y a eu des films qui ont été faits à ce moment-là. On en a vu d'ailleurs des extraits il y a quelque temps. C'est tout à fait horrible, inimaginable. Ça n'a pas de bon sens. Et ça a été projeté au jury, au juge du tribunal de Nuremberg. Et les photos et ces documents-là, iconographiques comme les documents papier, les documents d'archives, ont servi pour témoigner contre ces criminels de guerre. Je vais vous lire les actes d'accusation. Pourquoi les lire? Parce que c'est extrêmement important d'en connaître et la portée
et aussi la signification que ça a, non seulement pour le tribunal de Nuremberg à l'époque, mais pour les crimes qui seront commis plus tard dans l'avenir et dont nous reviendrons à un moment donné. Je pense à la Yougoslavie, au Rwanda et à l'Ukraine actuellement. Alors, les crimes contre la paix se définissent par la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent. Écoutez, lorsqu'il y a eu le pacte Ribbentrop-Molotov, le pacte secret entre l'Allemagne et la Russie pour se partager la Pologne puis les pays baltes, si ce n'est pas un complot, qu'est-ce que c'est? Puis pensez-vous sérieusement que l'Allemagne n'avait pas planifié son agression, en plus d'avoir fait un simulacre d'opération disant que c'est la Pologne qui les avait attaqués? La Russie fait exactement la même chose avec sa bombe sale en disant que c'est l'Ukraine qui s'apprête à bombarder une partie de l'Ukraine avec une bombe sale. Ben voyons donc. Il n'y a pas personne qui va croire ça. Ils ne le croient même pas eux-mêmes, puis ils essaient de nous faire peur encore une fois. En 1989, lorsque l'Union soviétique s'est écroulée, en 89-90, l'Union soviétique va reconnaître sa responsabilité dans le pacte germano-soviétique, le pacte Ribbentrop-Molotov. Mais en 2015, Vladimir Poutine va revenir en arrière pour le justifier en disant que c'était une façon à l'Union soviétique de se défendre. Ben voyons donc. Angela Merkel, qui était la présidente de l'Allemagne à l'époque, va dénoncer cette attitude-là en disant que la Pologne et les États baltes ont été occupés de façon illégitime, et elle avait tout à fait raison. Le deuxième chef d'accusation, c'est les crimes de guerre. Qu'est-ce qu'un crime de guerre? Ben, un crime de guerre, c'est l'assassinat, le mauvais traitement, la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but des populations civiles dans les territoires occupés. Là encore, c'est exactement ça qui s'est déroulé en Allemagne, mais ça s'est déroulé plus tard dans l'avenir, malheureusement. L'assassinat ou le mauvais traitement de prisonniers de guerre ou de personnes en mer, exécution d'otages, pillage de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages ou dévastation qui ne justifie pas des exigences militaires. Et ça, il y en a eu par centaines. Quant aux crimes contre l'humanité, ils sont beaucoup plus difficiles à cerner parce que ce sont des crimes pour la destruction de races entières, des génocides, si vous voulez. C'était évident dans le cas des Juifs concernant les Allemands, mais c'est pas si et c'était évident dans le cas du Rwanda, bien sûr, et même dans le cas de la Yougoslavie, concernant, entre autres, les Serbes, ou les Bosniaques, ou peu importe, là, les gens de l'ancienne Yougoslavie qui étaient de religion musulmane. Alors, l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien des persécutions pour des motifs politiques ou religieux. Voilà les chefs d'accusation du procès de Nuremberg. À partir de là, le procès va avoir lieu, et ce procès-là, comme on l'a dit, il y a 23 ou 24 dirigeants du Troisième Reich qui vont être assignés à procès. Là-dessus, il va y avoir 12 condamnations à mort. Il va y avoir quelques condamnations à la prison à perpétuité ou de longues sentences, et des acquittements, il va en avoir, si ma mémoire est bonne, 2 ou 3. Il y en a qui vont échapper au jugement parce qu'ils se sont suicidés ou avant la prononciation de la sentence ou avant. C'est le cas, par exemple, de Hitler, qui s'est suicidé avec sa femme qu'il venait d'épouser, Eva Braun. Et c'est le cas aussi de Joseph Goebbels, le maître de la propagande, qui va se suicider avec sa femme Magda. Mais auparavant, ils vont avoir empoisonné, ils vont avoir tué leurs 6 enfants. La justice n'a pas pu les condamner, mais je pense que la justice internationale, la population, les condamne
et continue de les condamner aujourd'hui. Il y en a d'autres, Hermann Göring et Robert Lee, qui vont aussi se suicider juste avant l'exécution de leur sentence. Hermann Göring va s'empoisonner au cyanure. Comment a-t-il obtenu du cyanure? Ça reste un mystère, mais il va réussir à échapper à la condamnation par pendaison en se suicidant. Quant à Martin Bormann, il a été condamné par contumace, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas trouvé. On l'a retrouvé en 1972. En fait, on a retrouvé son cadavre et il a été probablement exécuté en 1945 par des soldats soviétiques alors qu'il tentait de s'enfuir. Et on a retrouvé son corps lors d'excavations avec des tests d'ADN. Il a été reconnu que c'était Martin Bormann. Quant aux autres, Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Haeckel, Arthur Seyss-Inquart, Julius Streicher vont tous être condamnés à la peine de mort par pendaison. Hans Frank va déclarer, il va parler de la faute dont s'étaient chargés Hitler et le peuple allemand et a averti les incorrigibles de ne pas prendre le chemin de la folie politique menant nécessairement à la ruine et à la mort. Je suis persuadé qu'en 1945 et 1946, les gens sont sincères. Mais malheureusement, la politique, les intérêts et tout ça vont nous ramener dans une triste réalité. Mais quand même, je pense que les gens étaient sincères. Il va y avoir également d'autres procès. Le procès de Nuremberg n'est pas le seul. Il va y avoir en Europe, un peu partout, des procès aussi qui vont accuser des gens. La faute est aussi grave, est aussi grande, mais là, on parle plus de gardiens de camps de concentration ou de Waffen-SS, des gens dont la preuve a été faite qu'ils ont exécuté des civils. Ils ont tous plaidé non coupables, y compris les dirigeants du Troisième Reich. Tous non coupables parce qu'ils obéissaient aux ordres. Finalement, à les croire, il n'y aurait qu'un seul coupable, c'est Adolf Hitler. C'est bien pratique. Ils vont être quand même condamnés. Et des organisations vont être condamnées, comme le parti nazi, le NSDAP, la Gestapo, les SS et les SD. Alors, le procès d'Auschwitz, il s'agit de 40 membres du personnel du camp de concentration et 23 sentences de mort vont être prononcées contre ces gardiens-là. Il y a des aspects positifs et négatifs au procès de Nuremberg. L'aspect positif, c'est que ça va donner naissance à la justice internationale, qui va arriver beaucoup plus tard, en 1998 et 2002. Le procès aussi a également été filmé. On a des documents d'archives de ce procès-là en abondance pour servir aux générations futures. Les générations futures, il ne faut pas oublier, c'est nous. Là. Ça se passe en 1946. Alors, c'est un appel aussi pour dire ne faites pas ce que notre génération fait. Les aspects négatifs, bien évidemment, c'est le procès des vainqueurs. Donc, les Alliés, nous aussi, on a bombardé des villes. Je pense à la ville de Dresde, à Berlin, etc. Mais il n'y aura pas de procès. Quant à l'URSS, qui s'est allié avec l'Allemagne pour se partager la Pologne et qui a assassiné des milliers de Polonais, il n'y aura pas non plus d'accusation et de procès. Il n'y a pas juste des aspects positifs, c'est le procès des vainqueurs, il ne faut jamais l'oublier. En Asie, il va y avoir également des procès. C'est le tribunal militaire pour l'Extrême-Orient. 909 accusés, 222 exécutions, dont le plus célèbre, le premier ministre du Japon, Hideki Tojo, qui va être condamné également à la peine de mort et qui va être exécuté par pendaison. Quant à l'empereur Hirohito, il devait lui aussi avoir son procès, mais comme il est considéré comme un dieu par les Japonais, on n'a pas voulu, la cour est pleine, on n'a pas voulu en ajouter, alors il ne sera jamais inquiété, il va mourir de vieillesse. Sur le plan personnel, quant à moi, il était aussi responsable que les autres. Il a été sauvé, disons, par des idéologies, des croyances plutôt. La Seconde Guerre mondiale, c'est aussi un autre aspect un peu plus positif qui nous ramène un peu
à un peu d'humanité, les chasseurs de nazis. Il ne faut pas oublier que lorsque l'Allemagne a perdu la guerre en 1945, c'est la fuite, là. La fuite désespérée. Les gens enlèvent leur uniforme allemand, là, surtout les SS, se déguisent en n'importe quoi, en civil, pour essayer de s'échapper. Ils ne veulent surtout pas tomber entre les mains des Russes. Ils veulent s'enfuir du côté américain parce qu'ils savent qu'ils vont être mieux traités. C'est sûr qu'après Stalingrad et Leningrad, là, on n'a pas le pardon facile. Alors, il y en a qui vont s'enfuir au Moyen-Orient, il y en a beaucoup qui vont s'enfuir en Amérique latine, en Argentine notamment, puis au Brésil. Alors, c'est la traque qui va commencer avec des chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal. Et certains vont être capturés. Plus tard, lorsque l'État d'Israël va être créé, l'État d'Israël va participer à cette traque-là. Adolf Eichmann est un de ceux des criminels de guerre notoires nazis qui vont être capturés et exécutés en 1962 en Israël, ou Klaus Barbie, un autre criminel qui va être extrêmement vieux quand il est capturé et qui va être condamné à la prison à vie. Lui en restait très peu d'ailleurs à vivre en France, qui va être condamné à perpétuité en 1987. Les Juifs ont également décerné une notion qui s'appelle les justes parmi les nations. Aujourd'hui, il y en a 27 000. C'est qui les justes parmi les nations? Ce sont des gens non juifs. Ça peut être des Allemands, des Français, peu importe la nationalité, mais c'est des gens qui ont sauvé la vie de Juifs. Ça peut être un seul enfant, un seul adulte, comme ça peut être des milliers. On en connaît quelques-uns, dont le plus célèbre est Oskar Schindler, qui a été immortalisé en quelque sorte par le merveilleux film de Steven Spielberg, La liste de Schindler. Oskar Schindler a sauvé la vie de plus de 2200 personnes au risque de sa propre sécurité. Oskar Schindler est un Allemand. Il y a aussi Irena Sendler, qui est une résistante polonaise, qui a sauvé la vie de 2500 enfants juifs. Et Maria Kortaba, qui a fourni des vivres et des médicaments. Elle est gardienne de prison au camp d'Auschwitz à des prisonnières. Ces gens-là l'ont fait au détriment de leur propre sécurité. Ce sont les justes parmi les nations. Aujourd'hui, on a des monuments commémorant ces actes-là. Un peu d'humanité fera toujours un peu de bien aussi. Et je vous dirais, pour le temps qu'il nous est imparti, de parler de la création de l'Organisation des Nations Unies qui se fait en 1945 avec la conférence de San Francisco. 51 pays sont présents. Je vais vous lire le préambule de la Charte des Nations Unies parce que c'est là que notre espoir réside. C'est loin d'être parfait. Mais écoutez, c'est un milieu de dialogue. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui 2 fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé d'indicibles souffrances, a proclamé à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations, des traités et autres sources de droit international, à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie pour une liberté plus grande. Quand on dit ça, l'égalité des droits des hommes et des femmes, puis on pense à l'Arabie saoudite, l'Iran ou l'Afghanistan, on comprend que ça ne marche pas. Ou les droits fondamentaux, à la Russie et la Chine n'ont rien à cirer avec les droits fondamentaux. C'est une plateforme de discussion, elle est importante, elle est nécessaire et elle empêche parfois le pire. Au moins tant aussi longtemps qu'on se parle, on ne s'entretue pas. L'objectif principal, et je vais m'en tenir juste à celui-là, des Nations Unies, est d'assurer la sécurité et la paix dans le monde. On va dire, ça ne marche pas, ça a échoué. Les Nations Unies, n'oublions jamais qu'elles sont constituées de nous. Les Nations Unies ne peuvent être meilleures que ce que nous sommes. Elles ne sont que la somme de nous. Changeons nos comportements. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale des Nations unies, c'est là où chaque membre a un vote. Il y a 193 pays. Le 12 octobre 2022, il n'y a pas longtemps, 143 pays ont condamné l'action de la Russie en Ukraine,
5 l'ont approuvé, 5. La Russie a réussi à se trouver 5 amis. Il faut le faire quand même. 35 se sont abstenus. Ça ne change rien, mais c'est quand même un signal moral extrêmement important. Les grandes décisions se prennent au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité il est composé de 15 membres, dont 5 qui ont le droit de veto. On y reviendra plus tard là-dessus, sur le droit de veto. Pourquoi c'est ces 5-là? En fait, c'est parce qu'ils possèdent l'arme nucléaire. Ils possédaient l'arme nucléaire à l'époque. Il y en a d'autres maintenant. Il s'agit de la Chine, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Russie. Quant à la Chine, c'est un cas particulier et on y reviendra. Avec le droit de veto, ils peuvent bloquer n'importe quelle action des Nations unies. Mais quand même, il y a des agences à l'intérieur des Nations unies qui sont extrêmement importantes. Je vous signale l'UNICEF et la Cour pénale internationale, mais l'UNICEF, entre autres, qui prend soin des enfants, qui veut l'éducation des filles, qui veut la protection de l'enfance, la santé des nouveau-nés, l'égalité homme-femme. Ce sont des buts à atteindre, mais ça donne espoir en l'humanité. J'espère, nous sommes le 26 octobre, j'espère tout simplement qu'au moment où vous regarderez cette capsule, la situation internationale aura changé pour le mieux et que nous ne nous approcherons pas d'un autre conflit mondial. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.